les outils complémentaires au diagnostic. La CIM10 critéririsée, c'est un outil qui peut orienter déjà dès le premier entretien, qui a une très bonne fiabilité et qui peut structurer un peu l'entretien et peut préparer l'entretien d'après aussi. C'est faut lire ça. Présence d'un exemplaire dans votre dossier à utiliser lors de vos prochaines consultations. Oui. C'est vrai que c'est un outil facile à utiliser. C'est ça qu'on a mis. Oui. Et la CARS, c'est aussi une échelle facile à utiliser en équipe quand il y a un regard pluriprofessionnel. Et ça amène beaucoup de débats, beaucoup d'échanges autour d'un enfant. Au CESAD, on fait une CARS une fois dans l'année, chaque fois qu'on revoit le projet d'accompagnement. Et ça amène beaucoup de débats et des professionnels qui sont parfois un peu réticents à intervenir ou à dire, quand on fait la CARS, ils ont l'occasion d'amener beaucoup d'exemples et c'est très riche. La DOS. C'est une technique semi-structurée et standardisée pour l'évaluation chez les personnes chez qui on suspecte un TED. Donc qui va cibler, ça ne va pas vous étonner, la communication, les interactions sociales et le jeu ou l'utilisation imaginative du matériel. On retrouve le trépied. On va faire l'historique rapidement. C'est un outil qui a commencé à émerger, c'est l'équipe de Catherine Lord et de Michael Rotter qui l'a mis en route en 89, puis il y a eu la version pour les enfants sans langage en 95, et en 2003, il y a la version avec les 4 modules, celle qui a été traduite et validée en France et en français, avec l'équipe de Bernadette Roger, d'Éric Fonbonne et de leurs collègues, et qu'on utilisait jusqu'en 2015, car en 2015, il y a eu la version française de l'ADOS 2, qui est une version révisée pour correspondre au DSM-5, et également avec l'adjonction du module dit toddler, c'est pour les enfants de 12 à 30 mois. Ce qui fait donc 4 modules avec vraiment une validité diagnostique, plus le module toddler. Ça couvre donc de 12 mois à l'âge adulte. Le contenu, c'est une série d'activités standardisées qui vont permettre d'observer les comportements importants pour le diagnostic à différents niveaux de développement. C'est pour ça qu'il y a plusieurs modules et à différents âges. C'est un ensemble d'occasions sociales planifiées. Un contexte vraiment standardisé pour observer ce qu'on recherche. Moi, je dirais que c'est comme une pièce de théâtre. Et nous, on a un rôle, l'examinateur, il a vraiment un rôle à apprendre et il faut l'apprendre bien précisément. C'est bien chronométré. Oui, c'est millimétré, oui. L'endroit, comment on doit se positionner pour... enfin voilà, c'est très précis. Le manuel est très bien fait, simplement il faut le suivre. Alors, les différents modules... Oh, il y a une coquille. Le module toddler, les modules 1 et 2 sont administrés chacun en 30 à 45 minutes, voire même un peu moins, ça peut être 20 minutes. Alors que les modules 3 et 4 vont plutôt prendre 1h15, parfois plus, parce que ces modules-là sont basés sur beaucoup d'items de conversation et que les personnes avec autisme et langage fluide, elles peuvent être très bavardes quand elles parlent de leur centre d'intérêt, même si elles ont beaucoup de difficultés, par contre, à être dans une conversation. Chaque module a son protocole et ses activités, et à un âge donné, on va administrer un seul module. La sélection, elle va se faire par l'examinateur à partir de l'âge chronologique et du niveau de langage expressif. Donc, toddler, 12 à 30 mois. Module 1, c'est l'enfant qui n'a pas de langage, allant jusqu'à des phrases simples. C'est-à-dire que s'il n'utilise que quelques mots, c'est le module 1 qu'on va prendre. Le module 2, c'est l'enfant qui a déjà un langage par phrase, donc énoncé de 3 mots, énoncé régulier et spontané de phrases de 3 mots, y compris des verbes au moins de temps en temps. Et ça va jusqu'à la fluidité verbale. Alors la fluidité verbale, c'est à peu près le langage d'un enfant de 4 ans au bon développement, c'est-à-dire un éventail de phrases flexibles avec des connexions logiques.
Donc le module 3, c'est grands enfants adolescents avec fluidité verbale, et le module 4, adolescents adultes avec fluidité verbale. C'est assez proche, la différence c'est que dans la conversation, pour l'adulte, il y a des items qui concernent la vie professionnelle ou les études supérieures. Donc les modules 3 et 4, c'est beaucoup plus des tâches sur table, des commentaires qu'on va demander, et puis des items de conversation. Alors, les tâches de l'examinateur. Durant la passation, des interventions qui sont codifiées. Donc ça, c'est là où je dis qu'il faut apprendre son rôle pour jouer la pièce de théâtre. Il ne faut pas seulement se fier à sa spontanéité, là, ni à sa posture habituelle de psy. Il faut être dans une posture un peu différente, justement, pour favoriser l'émergence d'interactions sociales. Et puis, il va observer et il va devoir prendre des notes. Il y a des choses qu'il faut noter au fur et à mesure de la passation. On va noter des choses comme le nombre de sourires, de regards, de gestes. Juste après la passation, il faut coter immédiatement. Il n'est pas forcément nécessaire de revisionner. On va filmer si la personne et ou ses représentants, que sont les parents, ont donné leur accord. Bien sûr, on va filmer parce qu'il y a des choses assez subtil à regarder et que même quand on est dans la passation, on ne s'en rend pas forcément compte. Pour autant, on doit réaliser la cotation immédiatement à la fin de la passation. Et ensuite, il y a un algorithme à calculer qui va dire si finalement cette ADOS est en faveur ou pas du diagnostic d'autisme. Alors là, j'ai mis un point de mise en garde. Le diagnostic, il ne se décide pas sur les résultats d'un instrument, mais sur l'ensemble de la démarche. Donc, on ne va pas aux parents donner le diagnostic, même si l'ADOS, à la fin, dit que ces résultats sont en faveur du diagnostic d'autisme. Pour autant, ça, c'est le diagnostic d'autisme selon l'ADOS. Ce n'est pas le diagnostic final, et on peut être amené à donner un diagnostic final qui va être un peu différent du diagnostic d'un des instruments. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête aussi. C'est une démarche clinique globale. Alors, quelle qualification pour l'examinateur? Alors, ce qu'il faut d'abord, c'est des compétences cliniques. Ça, c'est tiré du manuel, ce n'est pas des choses qu'on a inventées ou interprétées. Donc, il faut avoir une bonne expérience d'enfant au développement normal et d'enfant avec TED, d'enfants ou d'adultes d'ailleurs, pour ce qui est des adultes. Alors, expérience de personnes avec TED, ça veut dire expérience courante et répétée d'examen clinique structuré par la CIM-10. Donc pour ça, il faut toujours commencer par bien s'approprier la CIM-10. Et aussi d'avoir l'expérience d'enfants avec d'autres troubles neurodéveloppementaux. Ensuite, il faut acquérir l'expérience de l'instrument. Donc il faut se familiariser avec le matériel et les activités, de façon à être très à l'aise là-dessus, pour focaliser son attention sur l'observation plutôt que sur les tâches. Il ne faut pas être en train de se dire « qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Voilà, puis il faut avoir des petites listes et il faut avoir aussi le matériel bien rangé sous la main. Donc c'est ça l'apprentissage à faire. Donc en pratique, il faut une organisation matérielle, il faut une salle où il n'y ait pas d'autres matériels qui ne soient pas rangés hors de vue. Il faut le matériel de la dose, il faut le manuel, il faut les feuilles de cotation et il faut une installation vidéo. La durée que doit prévoir le professionnel, c'est le temps de passation plus le temps de cotation. C'est-à-dire qu'il ne faut peut-être pas mettre dans l'emploi du temps que tous les 3/4 d'heure on fait une ADOS parce qu'on n'aura pas le temps de coter la première avant d'avoir fait la seconde. Donc ça, ce n'est pas une bonne organisation. Ensuite, il faut avoir découvert et appris à utiliser l'instrument, en avoir une pratique suffisamment fréquente, et organiser des séances de supervision pour les débutants avec l'instrument. Et pour les expérimenter, quoi qu'expérimenter, c'est quand même nécessaire d'avoir des séances d'échange entre pairs de différentes équipes. C'est vrai pour tous ces instruments, sinon on peut dériver un peu dans la cotation. Donc de temps en temps, il faut avoir une organisation qui permet de comparer avec d'autres et de se dire « ah oui, là finalement, là je code trop ou je code pas assez ». Alors c'est vrai pour la DOS, c'est vrai pour la DI, c'est vrai pour la CARS, c'est vrai pour tous ces instruments.
L'ADI, c'est aussi un outil qui a été développé aux États-Unis à partir de 1989, qui a été révisité plusieurs fois. Il y a une traduction française qui est validée. C'est un outil qu'on peut utiliser dès 24 mois jusqu'à l'âge adulte et qui peut se faire qu'avec les témoins du développement de l'enfant. Le plus souvent, ce sont les parents ou parfois les familles d'accueil aussi. C'est le golden star du diagnostic parce qu'il passe vraiment en revue tout le développement de l'enfant avec une reprise de l'histoire du développement psychomoteur, de langage, sur la communication, sur les interactions sociales, les comportements restreints et les stéréotypies, les difficultés de comportement également. Et dans la passation, on va s'intéresser à la situation actuelle et à la situation passée. Souvent, c'est entre 4 et 5 ans. Pour les intérêts répétitifs, c'est à tout moment du développement. On va coter des comportements qui ont duré plus de 3 mois dans le temps, et on essaie de décider sur l'intensité à un moment donné du développement et l'intensité actuelle. La passation, il y a 93 questions, donc ça prend du temps et souvent les parents arrivent avec des vidéos, des photos. C'est souvent plus 3 heures que 2 heures. Mais bon, on offre le café, donc ça va. Pour l'algorithme est pareil, classifié sur 4 domaines: la communication, la socialisation, les intérêts restreints et l'âge de début de trouble, s'il y a un début de trouble avant les 3 ans. Si les seuils sont atteints ou dépassés, le résultat de l'ADI est en faveur d'un diagnostic de tête, mais pareil, à mettre dans le contexte clinique et à corréler avec les résultats des autres bilans. Pareil, l'examinateur doit connaître l'autisme, les troubles envahissants de développement, doit connaître aussi le développement normal d'un enfant, parce que par exemple, pour les intérêts restreints, dans le développement normal d'un enfant, à un moment donné, les petits garçons vont s'intéresser aux voitures et aux trains, les filles aux poupées, mais ce n'est pas envahissant, ce n'est pas un comportement restreint et répétitif. Donc l'examinateur doit maîtriser l'entretien, doit demander des exemples, doit demander aux parents de décrire, de donner des exemples pour illustrer la question, et apprendre les règles de cotation, l'intensité de trouble. Il y a une formation à faire pour pouvoir maîtriser la passation de l'ADI. Voilà. Donc, pour terminer cette présentation sur l'ensemble de la démarche diagnostique, on va parler d'un moment fort qui vient ponctuer cette démarche, qui est la consultation d'annonce. La formalisation de l'annonce est essentielle. Ça, c'est déjà une notion très importante. Moi, j'ai vu beaucoup de situations à l'UED où une des premières questions qu'on pose aux parents, c'est qu'est-ce qu'on vous a dit jusqu'à présent en termes de diagnostic, et les parents, en toute bonne foi, vous disent on nous a jamais rien dit. Et vous connaissez personnellement le collègue qui suit cet enfant, qui vous a dit qu'il en a beaucoup parlé, avec qui vous en discutez, et qui vous dit si, je t'assure, on en a parlé tout le temps, j'ai tout le temps parlé des troubles de communication, etc. Vous savez que c'est une personne fiable. Et je crois que les deux ont raison, mais que parler du diagnostic au fil du suivi, ça ne vaut pas consultation d'annonce, ça ne vaut pas annonce. Donc c'est pour ça qu'on a fait une dizaine de slides sur ce thème, parce que je crois que dans beaucoup de situations, il manquait juste cette formalisation pour que les choses
puisse s'en tenir là et qu'il n'y ait pas besoin d'un recours à un centre de ressources. Pour préparer ça, ben voilà, enfin, les textes à partir desquels c'est d'une part l'expérience qu'on a, mais aussi un petit rappel sur l'article 35 du Code de la santé publique et ce que le médecin doit à la personne, hein, l'information loyale, claire et appropriée. C'est toujours bien de se rappeler ça. Puis on a aussi travaillé sur les textes concernant l'annonce d'une maladie grave, d'un handicap, d'une mauvaise nouvelle. Parce qu'il y a des choses qui sont communes, il y a des règles qui sont communes, qu'on annonce un cancer ou un trouble neurodéveloppemental chez un enfant. Donc on est parti aussi de l'expérience du DATSA, dispositif d'annonce du diagnostic, qui a ouvert fin 2011 à l'espace autisme à côté de l'unité d'évaluation diagnostique et qui est donc situé à Rennes, mais qui a une vocation d'appui régional sur cet aspect du processus diagnostique et sur ce qui doit faire suite. Il y en a un par région. Et puis d'autre part aussi, moi je me suis appuyée sur l'expérience de l'annonce du diagnostic, du coup non seulement dans le cadre de l'UED, mais également dans le cadre de la consultation du CMP Petite Enfance où j'étais psychiatre. Et donc c'est un lieu où la situation d'annonce du diagnostic se présente avec une fréquence relativement élevée. Et les choses peuvent se faire au sein même, quand on parle du niveau 2, c'est ça. Je veux dire, c'est que les choses peuvent se faire au sein même de l'unité d'intervention. Alors, plusieurs étapes. La première, c'est de la préparer. Synthétiser l'ensemble du bilan et des éléments récents d'évaluation fonctionnelle qui auront pu être réalisés dans le cadre du bilan ou transmis par les autres intervenants qui s'occupent de l'enfant. Rappel, donc le diagnostic, il est posé sur l'ensemble des données concernant l'état clinique et le développement de la personne, en référence à la CIM-10. Et dans la préparation, il faut aussi avoir réfléchi aux interventions qui vont pouvoir être conseillées et ou validées, parce que souvent la personne, et c'est souhaitable d'ailleurs, bénéficie déjà d'interventions. Et donc la question qui va venir tout de suite après l'annonce, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce qu'on fait c'est bien? Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Qu'est-ce qu'il faut changer? Donc voilà, ce n'est pas posé sur les résultats d'un test, mais sur l'ensemble des données, y compris les données recueillies sur l'adaptation en milieu naturel. Il faut faire attention, les adolescents, les adultes avec des syndromes d'Asperger, ils ont fait beaucoup d'apprentissages sociaux qui peuvent donner une impression de relative adaptation dans le cadre formalisé de passation d'un test. Quand on passe la dose, c'est plutôt un cadre privilégié. C'est calme, il n'y a pas d'interruption sensorielle, il n'y a pas plein de monde qui parle en même temps, il y a une seule personne qui vous dit des choses assez structurées et qui vous écoute quand vous parlez. Donc c'est des conditions quasiment idéales. Donc là, on peut avoir l'impression de ne pas repérer grand-chose comme trouble, mais si par ailleurs la personne est très très gênée en situation sociale ordinaire, c'est ça qui doit l'emporter sur la cotation à la dose. Alors, réaliser la consultation d'annonce, qui doit la réaliser, qui doit annoncer? C'est le médecin senior qui a coordonné la démarche. C'est lui qui va porter la responsabilité et il peut être accompagné également d'un autre professionnel qui a participé, été impliqué dans le bilan ou dans les interventions. Quand est-ce qu'on doit la réaliser? Alors, il faut éviter un long délai après la fin des bilans, parce que là, c'est une attente qui est difficile à supporter. Il faut fixer la date bien à l'avance en tenant compte des disponibilités des personnes et en ayant très clairement annoncé son objectif. Ce jour-là, on parlera de ce qu'on pense du diagnostic de votre enfant au vu des évaluations qu'on aura réalisées. Donc quand on est dans le cadre d'une UED, c'est assez simple puisqu'il y a les rendez-vous pour les bilans et ensuite on fixe le rendez-vous pour la restitution. Mais quand on est dans le cadre d'un CMP, d'un CAMS, d'une équipe de libéraux, il faut structurer sa démarche, quoi. Quand on est dans le cadre moi dans le cadre où j'étais, CMP Petite Enfance, dès que j'avais un doute, dès les premiers entretiens, j'essayais de voir si j'avais un doute ou pas sur le développement de cet enfant, et si j'avais un doute, déjà de caler un petit peu avec les parents comment on allait s'y prendre, sans rentrer dans trop de détails, mais en disant voilà,
je vais avoir besoin de revoir votre enfant, peut-être quelques fois. Je vais peut-être avoir besoin d'examens complémentaires avec les gens qui travaillent avec moi. Et au terme de cela, que j'essaye de situer grosso modo dans le temps, on fixera un rendez-vous où vous viendrez tous les deux. Et là, je vous dirai ce que j'en pense. Il faut que ça soit clair dans la tête des gens. Ce qui leur permet parfois d'ailleurs de reculer ce rendez-vous, parce que c'est un moment difficile, hein, du coup, quand on est vraiment sur la première annonce, voilà, c'est quelque chose qu'il faut bien cadrer. Il faut prévoir une durée suffisante de disponibilité, dans une atmosphère calme, pas d'appels téléphoniques, des choses comme ça. À qui on annonce? Si c'est un enfant, on va annoncer aux parents ou aux représentants légaux. Sauf situation particulière, exceptionnelle, où ça serait le pugilat, il faut faire en sorte que les deux parents soient présents. Même s'il y en a un des deux qu'on a très peu vu pendant la démarche. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut s'y prendre assez en amont pour rendre les choses possibles. Et puis s'il s'agit d'un grand enfant ou d'un adolescent, il faut également prévoir une annonce. Alors là, il y a différentes façons de faire et il n'y en a pas une qui est bonne dans l'absolu. Je sais que nous, plutôt sur Rennes, on privilégiait le fait de voir les parents d'une part et ensuite le jeune amené par ses parents et puis envoyer les parents, mais plutôt en individuel. Parce qu'on invite aussi à Rennes les intervenants principaux quand les parents sont d'accord à la restitution. Donc c'était plutôt un temps dédié et puis pour permettre aussi aux parents d'être tout à fait libres de leurs réactions, de leurs questions. Enfin voilà, il y a d'autres gens qui pratiquent différemment. L'essentiel, c'est d'avoir bien en tête à partir du moment où l'enfant se pose des questions sur lui-même. Donc il n'y a pas un âge fixe, hein. Il y a des enfants à 8-9 ans, c'est extrêmement important de faire une restitution, puis d'autres, ça va être un petit peu plus tard. Mais d'avoir en tête de faire ça. Quand c'est un adulte, à qui on l'annonce? À lui. Hein. Sauf s'il s'agit d'un majeur protégé, d'un adulte représenté, quelqu'un, ce sera à celui ou ceux qui le représentent. Mais dans ces cas de figure, et autant que faire se peut, il faut penser que la personne elle-même doit pouvoir bénéficier d'une annonce qui sera organisée selon les situations et adaptée à son niveau de compréhension. Alors ça ne se pose peut-être pas pour les personnes qui ont un retard mental sévère, mais pour les personnes qui peuvent avoir un retard mental léger, oui, il faut tout à fait organiser l'annonce auprès de cette personne, même si ce n'est pas forcément eux qui ont demandé. Est-ce qu'il peut y avoir des accompagnants? Oui, un proche, au choix de la personne qui reçoit l'annonce, surtout quand elle est isolée. Hein, quand il y a un parent, par exemple, qui est seul, parfois, il souhaite, et on l'accepte tout à fait, venir accompagner d'un proche. Et puis, d'autre part, on peut proposer donc à la famille que soit présent, à la famille ou à la personne, mais là c'est plus souvent à la famille, que soit présent une ou quelques personnes clés dans les interventions auprès de leur enfant ou de leur adulte. Par expérience, ça donne un bénéfice quand même intéressant en termes de cohérence, puisque c'est là que certaines pistes se dégagent et que les gens qui vont les utiliser, ces pistes, ce sont les gens qui sont dans l'intervention auprès de la personne. Évidemment, ces invitations ne sont lancées qu'avec l'accord formel de la famille, et en tout cas à Rennes, c'était le parti pris, on ne s'adressait qu'aux professionnels spécialisés. On aurait pu élargir davantage, mais c'est quand même un moment, c'est une annonce, il y a la dimension secret médical, et puis il y a le fait que donc, les parents reçoivent cette annonce, et ensuite c'est à eux de décider à qui ils vont en parler, les parents ou la personne. Ça leur appartient. Comment faire? Il faut transmettre une information claire avec un vocabulaire compréhensible. Il ne faut pas hésiter à reformuler. Il faut avoir en tête que c'est très connu que les gens dans ces moments-là, étant donné la charge émotionnelle, ils ne vont pas forcément entendre tout ce qu'on dit ou ils ne vont pas forcément bien l'interpréter. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir du temps. Il faut créer un climat favorable à l'émergence des questions. Les écouter, répondre, s'adapter. Il faut savoir que la question numéro 1, c'est « qu'est-ce qu'il a ?» La question numéro 1 bis, c'est « à quoi c'est dû ?» Et la question numéro inter, c'est « comment il sera quand il sera grand ?» Même les parents des enfants de 3 ans, c'est ça qui les inquiète beaucoup.
Donc voilà, il faut être prêt à consacrer du temps à discuter avec eux de tous ces points-là. Et puis cette annonce, il faut l'accompagner d'informations et de propositions qui vont les aider les personnes à voir des perspectives et les aider aussi à ne pas être démolies par l'annonce. C'est quand on voit que l'annonce, ça débouche sur quelque chose de concret qui va aider, que ça devient un moment dynamisant. Ce qui va énormément aider, c'est les explications qu'on va pouvoir donner sur le trouble en général et les particularités de la personne en question à partir des éléments diagnostiques et d'évaluation fonctionnelle. Et là, c'est là on démarre déjà le travail maintenant qu'on appelle d'aide aux aidants. Et ensuite, il faut les informer sur la façon dont ce travail va pouvoir se poursuivre dans des groupes d'éducation thérapeutique, dans des groupes d'aide aux aidants. Et là, la situation, elle est différente si on est dans un centre ressources où on va voir les gens que pour le bilan, ou si par contre on pose le diagnostic. Dans le niveau 2, on peut penser ça, qu'on pose le diagnostic, mais en même temps on reste acteur des interventions, donc on va pouvoir travailler ça avec eux au long cours. Alors il y a un certain nombre d'informations concrètes qu'il faut transmettre aussi dans cette phase. Évidemment, les interventions à privilégier, l'inclusion sociale et comment y parvenir, le bilan somatique dont on a parlé ce matin qui est à réaliser ou à mettre à jour, l'ouverture des droits à compensation si ce n'est déjà fait, l'ouverture de l'ALD, comment ils vont pouvoir accéder à de l'information, l'information sur les associations d'usagers, et puis en fonction des demandes, on doit pouvoir aborder la question du partage de l'information. C'est-à-dire que souvent, les parents disent « mais comment on va le dire à nos propres parents ? Est-ce qu'on en parle à nos amis ? Est-ce qu'il faut en parler à l'école ?» Donc voilà, on n'a pas non plus une réponse en oui ou non à leur donner, mais c'est des choses auxquelles il faut être ouvert, préparé et le discuter avec eux, parce que ça peut énormément aider. Alors, et après ? Dans le cadre d'une équipe d'intervention qui pose le diagnostic, il faut reprogrammer un rendez-vous avec les mêmes personnes quelques semaines plus tard. Parce que justement, du fait de la charge émotionnelle de l'annonce du diagnostic, il y a bien des choses qui ne vont pas passer la première fois et qu'il faudra reprendre. Donc ça, je dirais que c'est le cas idéal. Dans tous les cas, y compris quand on travaille dans un centre de ressources où on n'est pas amené à faire de suivi, il faut indiquer, alors si on n'a pas les moyens de refaire systématiquement une consultation à distance, ce qui est le cas actuellement en Bretagne, globalement, clairement, on n'a pas les moyens de proposer ça de façon systématique. Il faut, en tout cas, dans tous les cas, indiquer aux personnes comment elles peuvent, et avec qui elles peuvent reprendre contact si elles ont besoin d'explications ultérieures. Et puis, on va remettre une synthèse écrite, soit le jour même, soit on l'envoie quelques jours plus tard. À ce sujet-là, un petit point pour les bilans. Je pense qu'il faut envoyer des bilans suffisamment détaillés pour qu'ensuite ils puissent être utiles aux intervenants qui vont être mis à jour régulièrement par une autre équipe. Il faut avoir en tête, si on est dans une unité de diagnostic, que les mises à jour ultérieures des bilans de l'évaluation fonctionnelle ne vont pas être faites dans ce cadre-là, puis où qu'on soit d'ailleurs, parce que les personnes changent, les équipes changent. Et il faut avoir des bilans suffisamment détaillés et précis qui soient remis à la personne pour que par la suite ça puisse être utilisé. Parce que si c'est uniquement le commentaire, c'est intéressant, mais ça va être très difficile après ça ne donne pas une ligne de base à laquelle on pourra comparer les résultats ultérieurs. Alors ce document, il est remis à la personne ou aux parents. Mais il peut aussi être transmis aux professionnels spécialisés impliqués auprès de la personne, qu'ils aient été présents ou pas à la restitution. J'ai noté qu'il fallait toujours veiller à concilier le partage des informations utiles et le respect de la confidentialité. Ça, c'est une règle à maintenir tout le temps. Et on peut rédiger ce document de façon que la partie pratique, c'est-à-dire les particularités de la personne finalement, et ce qu'il faut mettre en face un peu comme aménagement, puisse être individualisé et ensuite utilisé par les parents auprès des professionnels qui vont être acteurs de l'inclusion sociale de l'enfant, la crèche, l'école, etc. C'est pas nécessaire de transmettre... Alors nous, d'abord, les professionnels du diagnostic, on ne doit pas transmettre ce document à des professionnels non spécialisés et on ne le transmet qu'avec l'accord formel, là aussi, de la personne ou de sa famille.
Mais après, les parents, s'ils ont ce document, ils n'ont pas besoin de donner ce document qui est souvent assez long, assez complet, avec beaucoup d'éléments médicaux. Il n'y a pas besoin de transmettre tout ça aux personnes qui vont être près de l'enfant, à l'école ou à la crèche. Par contre, c'est intéressant que la partie pratique soit facilement transmissible, parce qu'elle peut être utile dans tous les lieux de vie de l'enfant. Et voilà, on termine là-dessus et je vous remercie de votre attention. On vous remercie de votre attention.